l'entrevue parisienne, une action menée par la Jeune Chambre économique de Paris. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Najdowski, candidat Europe Écologie Les Verts. Christophe Najdowski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique de Paris. Merci à vous. Je vous rappelle le format. Donc, nous recevons l'ensemble des candidats aux élections municipales de 2014. Nous allons passer 20 minutes ensemble, 6 questions. Je vous propose de commencer. Donc, notre premier thème sur les 3 abordés ce soir est la culture. Nous avions une question donc déjà plus généraliste en ce qui concerne votre programme, votre projet culturel pour Paris, et une question un peu plus précise, savoir si nous pourrions envisager la candidature de Paris à l'organisation d'une exposition universelle. Alors oui, bien sûr, puisque Paris l'a déjà organisé, c'était en 1900. Aujourd'hui, si nous avons déjà une organisation qui est à peu près choisie pour 2020, puisque je crois que le choix va se faire dans les jours qui viennent pour la ville qui organisera l'exposition universelle en 2020, on peut imaginer, pourquoi pas, que la métropole parisienne, et non pas simplement Paris, puisse poser sa candidature à l'exposition universelle. Alors, peut-être pas forcément en 2020, mais pourquoi pas l'imaginer à l'horizon de 2025. Ce serait un symbole très fort aussi que d'avoir cette candidature pour la métropole parisienne, pour le Grand Paris, symbole donc de la construction aussi de cette grande métropole que nous appelons de nos voeux. Très bien, merci. Donc, seconde question sur la culture. Nous voulions savoir comment inciter l'ensemble des Parisiens et des gens de l'Île-de-France à profiter de l'offre culturelle qu'il aurait proposée, qu'il aurait mise à disposition. Alors à Paris, nous avons la chance d'avoir une offre culturelle assez extraordinaire, puisque nous avons à la fois les musées municipaux et puis tout un tas d'associations aussi qui œuvrent au quotidien. Et puis nous avons la chance également d'avoir, de par notre statut de capitale, aussi des musées nationaux que tout le monde connaît. Donc nous avons une offre culturelle qui est extrêmement importante, offre qui s'est d'ailleurs développée aussi ces dernières années avec la livraison de grands équipements par la ville de Paris. On peut citer le cinéma Le Luxor, on peut citer également la Gaîté Lyrique pour les musiques nouvelles, on peut également évidemment citer le 104 qui aujourd'hui fonctionne bien même s'il a connu des déboires. Donc il y a eu une politique culturelle de la ville de Paris depuis une bonne dizaine d'années qui a été importante en termes d'investissement. Et aujourd'hui, il faut l'accompagner, cette politique, parce que si nous avons des lieux de production, en tout cas d'offres culturelles, nous avons aussi besoin de lieux de création. Et je crois que la priorité maintenant, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir ces lieux de création culturelle dans Paris, c'est-à-dire des structures qui sont intermédiaires et qui permettent à ceux qui font vivre la culture au quotidien de pouvoir avoir des lieux où répéter, créer au quotidien, de manière aussi à alimenter ces structures qui fonctionnent à Paris. Et puis la culture, je la conçois aussi comme quelque chose que chacun peut aussi s'approprier. La culture, ça n'est pas simplement pour quelques-uns, la culture, elle concerne tout le monde. Et au-delà de la consommation culturelle, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse inciter tout un chacun à être acteur de sa propre culture, à pouvoir apprendre à jouer d'un instrument, à pouvoir faire du théâtre, de la danse, créer, faire des arts plastiques, du cinéma ou toute autre forme d'art. Donc voilà, la culture que je souhaite pour Paris, c'est une culture pour toutes et tous. Et puis une culture aussi qui s'exprime dans la rue. Nous avons connu un grand succès avec la Tour Paris 13 qui a fait parler d'elle dans le monde entier, et je trouve cette forme d'art urbain aujourd'hui extrêmement intéressante, et je souhaite qu'on puisse aussi développer ce type de projet avec pourquoi pas des projets culturels éphémères et qui interpellent le passant. L'art doit pouvoir aussi nous surprendre dans la rue. On doit pouvoir au détour d'une rue découvrir une fresque, découvrir un banc qui va être réaménagé et customisé, si je peux dire, en tout cas présenté donc sous un jour différent. Voilà, pourquoi pas imaginer par exemple que toutes les stations de métro parisiennes, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines stations de métro dans Paris
puisse être décorée à la manière de la station Palais Royal. On pourrait imaginer que dans chaque quartier parisien, comme ça, on ait une station de métro qui soit comme ça revisitée, redécorée, de manière à ce qu'on soit surpris. Très bien, merci. Effectivement, beaucoup d'idées intéressantes et de plaisir, si je puis dire, et d'intégration. Alors, je parle d'intégration dans l'urbanisme parisien, effectivement, puisque notre question suivante était quelle architecture pour un Paris durable? Comment intégrer, quel modèle architectural intégrer à Paris? Alors, vous le savez, Paris a une particularité, c'est que c'est une ville extrêmement dense. Et aujourd'hui, dans les débats sur les questions d'architecture, la question de la densité, de la compacité de la ville, c'est une question qui est extrêmement importante, parce qu'on fait face à un phénomène qui est celui de l'étalement urbain, qui est aujourd'hui générateur de consommation d'énergie et qui consomme aussi des terres agricoles. Donc il faut lutter contre l'étalement urbain par la construction de villes compactes et de villes denses. Alors pour autant, Paris est déjà une ville qui est très dense, puisque nous avons dans 105 km² plus de 2 300 000 habitants. Et encore, si on enlève les deux bois et les faisceaux ferroviaires, on tombe à 67 km², c'est-à-dire plus de 30 000 habitants au kilomètre carré. C'est ce qui fait aussi la richesse et la qualité de la vie à Paris, que d'avoir cette densité, mais ça nécessite aussi des adaptations. Et pour une architecture durable, eh bien, il faut veiller à ce que la ville reste une ville compacte, qu'on lutte contre la densité. Et en même temps, moi je suis partisan d'espaces de respiration. Nous avons aussi besoin de ces espaces de respiration, surtout dans une ville dense comme Paris. Et cela nécessite de pouvoir aussi bénéficier eh bien, d'espaces pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir aussi créer. On a la chance par exemple d'avoir à Paris un lieu comme la Petite Ceinture qui est un espace vert de fête, et moi j'aspire à ce que cet espace puisse demain être ouvert à l'ensemble de la population et que l'on articule ce genre de lieu aussi avec des constructions qui pourront être à la fois innovantes mais aussi respectueuses du patrimoine parisien. Alors je ne fais pas mystère du fait que je ne suis pas très favorable à l'édification d'immeubles de grande hauteur à Paris, on a déjà ce débat, mais au-delà de la forme urbaine qui est discutable, parce qu'on peut très bien trouver qu'une tour ça peut être joli ou réussi d'un point de vue architectural, ce qui me semble important c'est la question de la consommation d'énergie, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire des tours qui sont d'un point de vue énergétique satisfaisantes et du point de vue de leur consommation. Et par ailleurs, on peut aussi très bien innover d'un point de vue architectural en respectant les formes urbaines parisiennes sans forcément aller chercher jusqu'à 150 mètres de hauteur. Prenons un exemple, le musée Guggenheim à Bilbao, tout le monde salue cette architecture, et bien ce musée il fait 50 mètres de haut. Donc on peut très bien innover tout en respectant le plafond des hauteurs à Paris. Donc l'architecture durable pour moi, ça veut dire respecter le patrimoine et l'identité de Paris tout en innovant. Innovation. Alors une innovation de plus, qui fait déjà parler beaucoup d'elle dans la campagne, c'est l'accès au logement. Voilà. Quelles seraient vos propositions pour permettre à l'ensemble des Parisiens d'accéder à un logement en fonction de leurs moyens? Alors la question du logement est la question numéro 1 pour tous les Parisiens, et je dirais même pour tous les Franciliens au-delà de Paris. Nous avons connu ces dernières années une explosion du prix des loyers et des prix à l'achat qui font qu'aujourd'hui, seule une minorité peuvent suivre selon les prix du marché. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une régulation par la puissance publique. Il y a actuellement en discussion une loi qui est la loi Duflot pour l'engagement sur le logement et l'urbanisme. Et cette loi, elle veut remettre aussi de la régulation dans le logement, parce que le logement c'est un bien de première nécessité. Et donc il est important qu'on puisse aussi faire en sorte que cette régulation permette à la très grande majorité des gens de pouvoir se loger dans de bonnes conditions, parce que si on laisse uniquement faire la loi de l'offre et de la demande, eh bien on a des prix aujourd'hui qui dépassent les capacités de pouvoir d'achat de la très grande majorité de la population. Paris est une ville magnifique, et donc je dirais que quelque part le monde entier voudrait y habiter. Donc on a une demande d'habitat et de logement à Paris qui peut être infinie, alors que l'offre, elle se limite à nos 105 km². Donc il faut de la régulation.
En même temps, il n'y a pas de solution miracle pour le logement. Faire du logement social, il faut le faire. La loi Duflot propose l'objectif de 25% en 2025. Nous souhaitons aller bien sûr dans ce sens, mais ce n'est pas la seule solution. Il faut aussi pouvoir réguler le marché privé, et c'est la raison pour laquelle moi je propose que l'on puisse avoir des conventions avec les investisseurs institutionnels, mais aussi les promoteurs immobiliers privés, de manière à avoir, pour les personnes qui sont au-dessus des plafonds de logement social, donc ce qu'on appelle les classes moyennes à Paris, eh bien, une offre locative à loyer maîtrisé, de manière à faire en sorte que ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus accéder au logement à Paris, eh bien, puissent y rester. Donc il faut voilà, une palette qui permette à la fois, je dirais, aux catégories plus modestes comme aux catégories moyennes, de pouvoir continuer à se loger dans Paris. Mais il n'y a pas de solution miracle pour autant. Et je vous dirais qu'il faut aussi penser à la qualité de vie et appréhender la question du logement à l'échelle métropolitaine. On ne réglera pas la question du logement à la seule échelle parisienne. C'est illusoire que d'affirmer cela. Très bien. Effectivement. Voilà. Alors, une autre question d'actualité, de nouveau. La semaine dernière, le président François Hollande organise une conférence européenne pour l'emploi des jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes est de manière assez élevée un peu partout en Europe. Quelles seraient vos propositions pour un Grand Paris solidaire ? Alors là aussi, je fais mienne, en tout cas, les propositions et les engagements qui ont été pris par le président de la République, qui a décrété que c'était une priorité pour lui. Là encore, il y a un certain nombre d'instruments qui existent au niveau national, donc les outils existent, je dirais. Donc il y a un certain nombre de contrats, mais pour autant, malheureusement, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'emploi des jeunes reste très, très élevé. Et moi, ce que je veux surtout, c'est que l'on puisse appuyer les jeunes dans leur démarche. Je sais que vous êtes des jeunes entrepreneurs et que vous voulez favoriser les initiatives. Eh bien, je considère qu'une collectivité publique, même si la politique de l'emploi n'est pas sa compétence première, eh bien, elle peut être facilitateur pour favoriser les initiatives. Et donc, nous avons par exemple un instrument à Paris qui s'appelle le Crédit Municipal, qui est une institution qui peut prêter. Eh bien, quand il y a des jeunes qui ont des projets, ce que je propose, c'est que le Crédit Municipal puisse être présent aux côtés des jeunes qui veulent par exemple monter un projet de manière à pouvoir leur prêter avec des taux réduits et ainsi favoriser donc, par exemple la création d'entreprises ou le lancement de tel ou tel projet. Donc voilà un élément. Et puis après, je dirais que tout ça, ça doit s'inscrire dans une politique plus globale. Je crois qu'il faut aussi orienter les formations et les jeunes vers les métiers d'avenir. Les métiers d'avenir, c'est ceux de la transition énergétique, c'est ceux de l'écologie, c'est ceux de l'environnement, c'est ceux du développement durable, c'est aussi toute l'économie numérique. Et donc il faut aussi que les formations suivent de manière à ce qu'on puisse orienter les jeunes vers ces métiers. Et puis ça peut être également aussi, pourquoi pas, réorienter, en tout cas permettre des passerelles, parce qu'il arrive parfois qu'un certain nombre de jeunes ont vécu une scolarité un peu chaotique, et puis à 20 ou 22 ans, eh bien, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent en difficulté, mais ils ont l'envie de pouvoir s'insérer dans la vie active. Eh bien, c'est sur le modèle un peu de l'école de la deuxième chance, c'est aussi la possibilité de pouvoir offrir des formations à ces jeunes qualifiantes qui leur permettront eh bien, de leur mettre le pied à l'étrier et de pouvoir s'insérer économiquement et socialement. Très bien, merci. Alors une dernière question de nos 3 thèmes abordés ce soir, donc la dernière sur l'économie, c'est quelle place accordez-vous à l'économie numérique à Paris et dans le Grand Paris? Alors évidemment c'est une question éminemment importante puisque c'est l'avenir. Je vous avoue que je ne suis pas un très grand spécialiste de ces questions. Alors je sais qu'il y a des enjeux autour de l'open data, c'est-à-dire le fait de pouvoir offrir toutes ces données à tout un chacun et faire en sorte que on puisse aussi partager ces données et s'en servir, je dirais, dans l'intérêt général. Il y a aussi toute la question des réseaux intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, qui est là aussi une question qui est extrêmement importante dans le domaine de l'énergie. Donc tout ça, ça concerne l'économie numérique au sens large.
on a un potentiel, je pense, à la fois de création d'emplois et aussi, je dirais, d'optimisation du fonctionnement de l'économie par le biais de l'économie numérique. Donc j'ai envie de dire que utilisons notre intelligence humaine pour fabriquer ces réseaux qui nous permettront d'optimiser le fonctionnement de ces réseaux, que ça concerne les réseaux d'électricité, les réseaux de transport ou autres, de manière à, je dirais, améliorer le fonctionnement de l'économie pour une économie qui soit plus efficace et plus intelligente et au service du développement durable. Vous vouliez ajouter quelque chose? N'hésitez pas. Non, je crois que c'est alors voilà, il y a tout un tas d'enjeux sur ces questions. Je pense qu'on peut vraiment mettre l'économie numérique au service d'un développement, je dirais, intelligent. Ces métiers-là donc sont des métiers d'avenir et voilà, je crois que ça a une place centrale. Ça a à voir aussi avec l'économie du partage et l'économie collaborative aussi. C'est-à-dire qu'on voit se développer depuis quelques années aussi ces initiatives qui viennent de la base. Et moi je crois beaucoup aussi à ces initiatives qui viennent des individus. Et là aussi je conçois les collectivités locales comme des instruments qui doivent être là pour faciliter les choses. On entend beaucoup parler du crowdfunding, hein, c'est-à-dire le financement participatif. Là aussi, je pense que le rôle d'une collectivité, c'est d'organiser tout ça, de faciliter les choses et de faire en sorte qu'on facilite les initiatives. Ouais, merci beaucoup pour vos réponses, avec beaucoup de sincérité, on sent bien. Donc, maintenant, si vous aimeriez passer un message personnel, alors aux jeunes, puisque nous sommes la Jeune Chambre économique, mais d'ordre général également, aux électeurs de 2014. J'ai surtout envie de vous dire à vous et puis à tous les jeunes par extension, si je peux dire, surtout de croire en soi et de ne jamais baisser les bras, même si parfois on peut connaître un certain nombre de difficultés. Puis surtout, j'ai envie de dire, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à faire en sorte de faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Voilà, même si vous croyez que c'est un rêve impossible, même si vous croyez que c'est une utopie, ce que l'on croyait peut-être utopique il y a 10 ou 15 ans devient aujourd'hui réalité. Donc je dirais, poursuivez vos rêves et puis n'hésitez pas aussi à interpeller les élus, à les bousculer même s'il faut, pour leur dire que il y a une jeunesse aujourd'hui qui est avide de pouvoir faire bouger les lignes et de pouvoir aussi faire en sorte qu'on sorte aussi un peu de la sinistrose ambiante et surtout si vous êtes un jeune aujourd'hui, j'ai envie de dire que voilà, croyez en vous et nous sommes là aussi pour essayer de faire un bout de chemin ensemble et de nous aider mutuellement. Voilà. Merci beaucoup. Mais une nouvelle fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. La Jeune Chambre économique vous remercie pour votre participation à ces entrevues parisiennes. Et on se donne rendez-vous pour les prochaines entrevues avec les autres candidats. Merci. Merci à vous.